Le thème de ce webinaire, c'est Covid-19, comment lutter contre les infodémies, comment faire face à cette infodémie. Depuis le début de cette crise sanitaire, il y a beaucoup de théories complotistes, beaucoup de fausses informations, beaucoup de remèdes miraculeux ont circulé sur Internet, à tel point que le 15 février, lors d'une conférence de presse, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que nous ne combattons pas seulement une épidémie, nous combattons une infodémie. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi les infodémies sont dangereuses? Parce que la déclaration du DG de l'OMS montre que les fausses informations sont tout autant dangereuses que la maladie infectieuse elle-même. Pourquoi les fausses informations sont dangereuses, Monsieur Cédric? Alors, il y a plusieurs éléments. J'ai rédigé un article là-dessus récemment avec les journalistes que j'ai le plaisir d'accompagner avec cette crise. Et j'avais noté un certain nombre d'éléments en fait, qui entrent en compte et qui font qu'il y a cette infobésité-là. Et parmi les éléments que j'ai notés, j'en ai noté 4 qui sont à la base en fait de cette maladie, hein, on peut l'appeler comme ça, de ce virus en fait de l'infodémie. Le premier élément que j'ai noté, c'est le stress et le déni. On est dans une situation de stress extrême. On n'a jamais vécu une situation similaire. En tout cas, pour moi, c'est la première fois que je vois et que je vis une crise aussi importante. Donc, ça génère du stress. Et ce stress-là, on ne sait pas le gérer. Et un des mécanismes de défense, c'est ce déni-là. C'est là où on va aller dire, en fait, la maladie n'existe pas, ce sont les gouvernements qui veulent nous faire peur, c'est une fausse affaire, il ne faut pas prendre au sérieux. Donc, on a le déni. Et puis ensuite, on a la peur. Et cette peur génère une certaine forme de superstition. Hein. La superstition n'est jamais loin. Et ce n'est pas un monopole africain, en fait. En Europe, ici, on l'a vu, quand il y a eu Ebola en Afrique de l'Ouest, les gens sont devenus superstitieux. Et là, en ce moment, sur le continent, c'est pareil. Alors, il va y avoir, par exemple, des réactions, ça va être la stigmatisation des survivants ou alors l'indexation d'une certaine frange de la population. On va s'attaquer aux Chinois ou on va s'attaquer aux Africains comme on l'a vu en Chine. On va très très vite. Cette peur va être à l'origine de réactions plutôt irrationnelles. Le troisième élément que j'avais noté, c'est l'indignation et la manipulation. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, si vous voulez vous faire entendre, si vous voulez que les gens like et adhèrent à ce que vous partagez, vous leur offrez de l'indignation, ils achètent. Et du coup, tous ceux qui ont besoin d'attirer l'attention et de se chercher une certaine légitimité vont se lancer dans cette usine, dans cette fabrique de l'indignation. Ils vont fabriquer des bons petits plats d'indignation prêts à emporter et ils vont les diffuser sur Internet et sur les réseaux sociaux et les gens vont venir les acheter. Il suffit de liker, de dire qu'on n'est pas d'accord et qu'il y a une théorie de complot et qu'on n'est pas d'accord, que c'est vraiment pas bien pour qu'on ait de l'adhésion. Et ben, il y a des gens qui sont dépendants, comme pour la drogue, des gens qui deviennent dépendants à cette indignation-là et aux réactions que ça génère. Et voilà, on se retrouve avec une quantité phénoménale d'informations qui ne sont même pas des informations, en fait. Des informations de mauvaise qualité et dangereuses. Donc, quatrième point, le dernier, c'est la quête de reconnaissance. Aujourd'hui, nous tous, hein, en étant sur les réseaux sociaux, on veut montrer une meilleure face de nous, on veut montrer nos belles photos de vacances. On montre très rarement le côté un peu moins révisant de notre personnalité. Et donc, résultat, dans cette volonté de se valoriser, il y a plein de gens qui sont tentés de faire des petits arrangements avec la réalité juste pour attirer l'attention, juste pour montrer qu'ils ont quelque chose d'intéressant à dire. Et ils diffusent une fausse information, parfois volontairement, parfois involontairement, et on se croise les doigts, on attend les likes et les partages. Et ça aussi, ça devient une drogue qui fait que j'ai vu des journalistes que je respectais beaucoup, qui sont réputés pour leur sérieux, tomber dans les théories complotistes, tomber dans le partage
d'informations qui ne sont pas des informations et qui peuvent être dangereuses, en fait, pour le public. Et c'est ça aussi qui a généré, par exemple, tous ces partages de remèdes miracles. Ah, si vous mangez de l'ail, si vous buvez de l'eau tiède avec une rondelle de citron, si vous buvez de l'alcool frélaté, ça guérit contre la Covid. J'ai vu des gens très respectables partager ce type d'informations. Donc, pour moi, ce sont vraiment les éléments que je viens de citer qui créent le problème. Il y a ce stress qui génère le déni, il y a la peur qui génère une certaine superstition, il y a cette indignation permanente sur les réseaux sociaux. On a besoin de s'indigner tout le temps. Et donc, quand on nous offre une indignation gratuite et facile à utiliser, hop, on prend et on repartage. Et puis, il y a cette quête de reconnaissance qui va faire qu'aujourd'hui, tout le monde est gourou, en fait. Et vous allez trouver des boulangers qui donnent des conseils santé contre le Covid-19. Donc, merci les réseaux sociaux. Donc, voilà un tout petit peu, pour moi, les raisons qui génèrent toute cette infodémie, toute cette mauvaise information qui circule sur le web et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Monsieur Cédric Kalonji. Nous ne vous avons pas présenté à nos participants. Vous êtes formateur, vous êtes spécialiste des nouveaux médias. Vous êtes également chargé du programme de riposte au Covid-19 de la Fondation Hirondelle en Afrique centrale et de l'Ouest. Nous remercions également Madame Julie Ouono qui vient de nous rejoindre. Et félicitations pour votre nomination au conseil de surveillance de Facebook. Julie Ouono également la directrice exécutive de l'ONG Internet sans frontières et chercheuse à l'université Beckman Klein Center de l'université américaine Howard. La question que je vais vous adresser, madame, c'est comment arriver à détecter le vrai du faux? Comment débusquer les fausses informations dans le lot des informations qui pullulent, qui abondent et qui surabondent sur Internet? Tout d'abord, merci pour l'invitation et mes excuses. J'ai été coincée dans un tout petit problème technique qui m'a fait arriver en retard, donc je voudrais m'excuser auprès des participants. Alors, avant de répondre à votre question, je voulais peut-être partager avec vous une analyse que nous nous sommes faites en interne à Internet sans frontières au début de cette pandémie. Nous nous sommes dit tout de suite, c'est sûr, avec en plus du virus, comment dire, médical, scientifique, on aura certainement aussi un virus de l'information. C'est d'abord aussi un virus de l'information. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler, quand on parle aujourd'hui d'infodémie, il faut aussi se poser les bons fondements, se rappeler comment cette pandémie a été possible. En novembre ou décembre 2019, lorsque l'épidémie commençait à se propager dans la province du Hubei en Chine, les autorités ont tenu à réduire au silence les personnes, les professionnels médicaux qui voulaient sonner l'alerte. Et on se rappelle notamment que jusqu'à aujourd'hui, des médecins sont portés disparus, on ne sait pas où ils sont. D'autres ont fini par mourir de la maladie. Donc, il y a eu une volonté au départ des autorités chinoises, mais pas que, parce qu'on verra que beaucoup d'autres autorités ont fait la même chose, à cacher l'information. Or, on sait malheureusement que la désinformation, les fake news, comme les appelleraient certains chefs d'État, la désinformation se nourrit d'abord du manque d'information, du manque de connaissances. Lorsqu'on ne sait pas ce qui est en train de se passer, malheureusement, l'esprit humain est ça, il a horreur de l'incertitude. Donc, il va se créer des certitudes. Et notamment, on va commencer à imaginer que, d'abord, ce virus, c'est un virus fabriqué par l'homme, mais ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, c'est facile de lutter contre lui. Effectivement, comme disait Cédric, on peut lutter contre lui en buvant des potions chaudes ou de l'ail. Donc, je pense que c'est important de rappeler d'abord que c'est un virus de l'information dans le sens où cette information n'a pas circulé de la part de ceux qui devaient la faire circuler. Et malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas assez, reconnu. Alors que pourtant, ça s'est reproduit ensuite dans d'autres pays. Quand on prend des pays comme les États-Unis où je vis aujourd'hui, jusqu'à mars, pour le chef d'État américain, il y avait rien. Il ne se passait rien, c'était une grippe. Pareil en France, le chef d'État Emmanuel Macron
je pense 2 semaines avant que l'état d'urgence sanitaire soit déclaré et que le confinement soit imposé, 2 semaines avant ou 3 semaines avant, il faisait la bise au Premier ministre italien en disant non, vous inquiétez pas, nos amis italiens alors que la maladie se propageait en Italie. Donc, je pense qu'il y a cette responsabilité des autorités qui peut-être n'ont pas su prendre la mesure assez tôt de ce qui se passait. Donc évidemment ensuite, les utilisateurs, les citoyens, certains bien intentionnés ou certains mal intentionnés vont profiter du vide informationnel pour créer le désordre, mais pas que. Il y a aussi d'autres gouvernements qui ont profité de cette incertitude pour créer encore plus d'incertitudes. Et des études, notamment un rapport du service d'action extérieure de l'Union européenne qui a été publié, je crois, en début mars ou début avril 2020, a démontré que le gouvernement russe et le gouvernement chinois, dans une certaine mesure, ont été associés à des campagnes coordonnées de désinformation qui avaient pour objectif de faire passer la pandémie comme si elle était totalement incontrôlée par les autorités démocratiques en Occident, en Europe et aux États-Unis. Donc, il ne faut pas oublier ça avant de parler de solutions, de comment faire pour ne pas tomber dans le faux. Je pense qu'il faut avoir ça à l'esprit. Et donc, à partir de là, quelque chose de très simple à faire, comme on fait partout dans la vie, il faut douter de tout. Il faut pas penser que toutes les vérités sont acquises. Il y a même des vérités que l'on remet aujourd'hui en question. La pandémie en a donné tellement d'exemples, des études scientifiques qui sont contredites la semaine d'après. Enfin, il faut toujours douter et se poser des questions sur évidemment la source de la désinformation, de l'information. Et on voit par exemple que toutes les entreprises numériques et les réseaux sociaux en particulier, que ce soit Facebook ou Twitter, ou même Instagram ou Google, qui n'est pas un réseau social mais qui est aussi important, toutes ces entreprises ont choisi de travailler avec d'une part les autorités de santé internationales, donc l'OMS, et d'autre part les autorités de santé locales, donc la CDC aux États-Unis, la Haute Autorité de la Santé, je crois, en France. Pardon, il y a un conseil qui a été mandaté auprès du président de la République en France. Bref, travailler avec toutes ces autorités-là pour fournir de l'information visible. Vous avez remarqué que vous verrez souvent une bannière quand vous allez sur Google ou sur Facebook, vous verrez une bannière dernière mise à jour sur le Covid. Donc ça, je pense que c'était une démarche essentielle de la part des plateformes, des réseaux sociaux, une démarche que l'on aimerait retrouver dans d'autres cas, mais bon, on en parlera peut-être plus tard, qui a permis de limiter, je pense, dans une certaine mesure, la désinformation. En tout cas, de donner aux utilisateurs la possibilité d'accéder à une information fiable. La deuxième chose que les plateformes ont fait, et qui était intéressante, c'est que, par exemple, Facebook a choisi d'offrir de la publicité, du budget de publicité ciblée dès le début de la pandémie à l'Organisation mondiale de la santé pour permettre à celle-ci de communiquer directement avec les utilisateurs de Facebook pour leur transmettre des informations fiables et aussi débusquer. C'est ce que d'ailleurs l'OMS a beaucoup fait au début, débusquer les fake news, entre guillemets. De la même manière, Twitter aussi a choisi de mettre à jour sa politique de contenu et a d'une part vérifié les comptes de médecins, d'experts de la santé, d'épidémiologistes, pour permettre aux gens et a même constitué des listes pour permettre aux gens de savoir auprès de qui demander de l'information et qui suivre pour avoir une information fiable sur le virus. Donc, il y a d'abord, évidemment, faire attention à la source, donc se référer souvent, toujours aux experts, et aux experts médicaux en l'occurrence, mais il faut aussi comme je disais tout à l'heure, ne pas oublier que la désinformation ne vient pas que des agents individuels, mais elle peut être aussi coordonnée et organisée. Et en cela, votre bonne foi d'utilisateur parfois ne suffira pas parce que ces campagnes sont parfois très bien faites. On a vu par exemple récemment, Facebook a annoncé qu'ils ont fermé, ça n'a pas à voir avec le Covid, mais c'est quand même de la désinformation, donc c'est important d'en parler. Facebook a fait fermer les comptes liés à une entreprise de e-réputation tunisienne. Donc il faut imaginer que ces entreprises-là connaissent les techniques de communication pour faire passer pour vrai ce qui est faux, ou donner des apparences de vrai à ce qui est totalement faux, ou en tout cas partiellement dénué de réalité. Eh bien, pour lutter contre ça, malheureusement, l'humain ne suffit pas. Il faut aussi
s'appuyer sur mixer intelligence artificielle et reconnaissance humaine. Et je dis cela parce que les réseaux sociaux, et en particulier Facebook et Twitter, ceux qui sont les plus utilisés, et Instagram, au regard de la pandémie qui se développait, ont aussi dû mettre en congé technique beaucoup de leurs modérateurs humains. Parce qu'il faut savoir que pour modérer les contenus, donc ceux qui modèrent les contenus qui sont sur votre feed Facebook ou votre feed Twitter, ce sont des machines qui s'assurent que voilà, vous ne voyez pas des contenus violents ou des contenus haineux, mais aussi des humains. C'est couplé avec l'humain. Or, pendant la pandémie, il n'y avait que les machines qui étaient capables de faire ça, puisque les humains étaient en congé technique. Ben, ça a posé des problèmes, notamment sur la capacité de ces machines-là, la sophistication de ces machines-là, pour identifier des campagnes coordonnées et très subtiles de désinformation sur la maladie. Et donc, malheureusement, les entreprises, on en parlera peut-être plus en détail plus tard, mais les entreprises ont eu du mal de ce point de vue-là. Donc, voilà, il faut utiliser son doute et puis il faut aussi demander des comptes aux entreprises pour leur demander ce qu'elles ont fait, ce qu'elles font pour limiter la désinformation sur les plateformes. Le problème de l'infodémie est tellement crucial que même les journalistes n'en sont pas épargnés. Parfois, eux aussi, ils sont victimes. Et je voudrais demander à M. Cédric si vous pouvez partager avec nous des outils de vérification que vous utilisez avec les journalistes avec lesquels vous travaillez dans 6 pays pour produire de l'information de qualité en cette période de crise sanitaire. Les outils sont nombreux, mais comme le soulignait Julie tout à l'heure, les outils, c'est très bien, mais il y a aussi l'humain. Moi, je souligne l'importance de la responsabilité individuelle dans ce type de crise que nous traversons actuellement. Quand on est journaliste, on est professionnel. Ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle des professionnels des médias. Donc, un professionnel de médias doit faire déjà, en premier lieu, attention à sa réputation. Je ne peux pas brader ma réputation. Et pour ne pas brader ma réputation, je fais attention à tout ce que je diffuse. Et la première étape, c'est la méfiance, comme l'a dit Julie Renaud tout à l'heure, mais il y a également le bon sens. C'est que tout ce qui m'est servi comme information très facile, un peu servi sur un plateau doré, je me méfie. Je me méfie et je vérifie. Et ensuite, en tant que journaliste, que nous faisons avec le hub que je soutiens, c'est que nous choisissons nos sources avec attention. Il faut vraiment bien choisir ses sources pour ne pas se faire avoir. Personne qui débarque du jour au lendemain, qu'on n'a jamais vu sur un sujet, qui n'est ni médecin, ni spécialiste de la santé de quelconque manière que ce soit, qui diffuse une information, je ne peux pas m'y fier. Je ne perds même pas mon temps à aller chercher. Je vais aller voir si les professionnels disent la même chose. Si je ne vois aucun professionnel en parler, je passe mon chemin. Il y a aussi le fait de privilégier les sources officielles. On sait qu'il y a des sources officielles qui manipulent de l'information aussi, mais le niveau de fiabilité d'une information officielle est toujours plus élevé que le niveau de fiabilité d'une information diffusée en plus par une personne anonyme qui n'a même pas le courage de décliner son identité en ligne avant de prendre la parole. Donc, quelqu'un qui n'assume même pas ses propos. Donc, moi, je ne vais pas faire plus confiance à quelqu'un qui cache son identité et qui n'assume pas ses propos par rapport à un gouvernement, même si je ne lui fais pas confiance à 100% à ce gouvernement-là. Et puis, il y a aussi cette possibilité, je me souviens, j'ai déjà travaillé sur une autre crise, c'était Ebola en Afrique de l'Ouest, en Guinée-Conakry en l'occurrence. C'était la nécessité de consulter des vrais spécialistes. Quand on parle d'une pandémie comme celle que nous traversons actuellement, moi, en tant que journaliste, je ne vais pas aller voir un généraliste pour en parler. Le journaliste a peut-être des choses intéressantes à me dire là-dessus, mais ce ne sera pas aussi intéressant que ce que peut me dire un épidémiologiste ou un virologue, parce qu'on parle d'un virus. Donc, je vais bien choisir mes spécialistes pour être sûr que lorsque je leur pose des questions techniques sur cette maladie, ils ont des choses intéressantes à me dire en retour. Donc, ça, c'est aussi un des piliers sur lesquels nous, on travaille pour faire attention à ce que l'information qu'on produit et qu'on sert à notre public soit une information de qualité. Il y a aussi un autre élément important.
c'est juste de prendre le temps de s'arrêter. Comme je dis souvent aux journalistes avec lesquels je travaille, arrêtez-vous, respirez un bon coup et vérifiez. La course au scoop, la course à j'ai été le premier à publier, c'est ça qui expose certains journalistes qui vont se retrouver de toute bonne foi, hein, ils ne le font pas volontairement, mais ils vont se retrouver à avoir partagé de fausses informations juste parce qu'ils étaient trop pressés de publier. Ah, je viens de le voir, je publie. Et puis après, on se rend compte que c'est une fausse information. On a joué avec sa réputation. Parce qu'en fait, quand on est journaliste, on construit sa réputation pendant de longues années. Hein. Ah, le bon journaliste qu'on connaît, en qui on a confiance. Et vous détruisez tout ça en un seul jour parce que vous avez voulu être le premier à publier quelque chose. Donc, parfois, il faut juste pouvoir s'arrêter à un moment. Ça prend parfois 5 minutes seulement. Je viens de voir ce truc, oh là là, mais c'est scandaleux. Mais j'attends. Et je me rends compte, en fait, au bout de 5 minutes, que, cette publication a été détectée par d'autres et signalée, ou alors je prends le temps de vérifier et je me rends compte, en fait, que, voilà, c'est une fausse information. Après, il y a aussi une autre dimension sur laquelle nous nous appuyons dans notre travail, parce que nous faisons un effort pour ne pas partager justement de l'import. Souvent, le mode de fonctionnement est souvent le même. Hein. Il y a des phrases typiques comme un médecin italien souligne que l'aspirine permet de soigner le coronavirus, partagez pour sauver des vies. Une personne qui m'appelle à partager, je refuse de partager. Je me demande pourquoi elle me demande de le faire. Si c'est intéressant, c'est à moi de choisir si je veux partager ou pas. Et sinon, il y a aussi l'appel au scandale et à l'indignation. Scandale! Un épidémiologiste congolais très réputé répète que le coronavirus a été fabriqué par un laboratoire appartenant à Bill Gates. C'est faux. On met scandale en premier, on cite des noms connus, on cherche même à légitimer quelqu'un en disant un épidémiologiste congolais. Et parfois, les gens vont jusqu'à inventer des noms qui n'existent pas. Donc, je vois une information, je vois qu'on cite un spécialiste, je vais prendre le nom du spécialiste, je vais tout simplement le taper sur Google et je me rends compte que cette personne n'existe pas. Ou alors que c'est un boulanger de Niamey et qui n'a rien à voir avec la santé. Et du coup, ça nous sauve quand même pas mal de ces histoires. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, il y a autre chose pour les journalistes. Vous likez une fausse information, vous êtes autant responsable que la personne qui l'a produit. C'est aussi simple que ça. Vous offrez de la visibilité à cette information. Et quand vous la républiez, c'est pareil. Et parfois même, lorsque vous commentez, vous offrez juste de la visibilité à du contenu qui est du contenu de mauvaise qualité. Mais non, je n'ai pas parlé de ça à la radio, j'ai juste partagé sur mon mur Facebook. Ben, les gens vous font confiance. Et quand on est journaliste, souvent les gens nous suivent en se disant, lui, si lui l'a dit, c'est vrai. Et si on commence à partager des fausses vérités, juste parce qu'on est pressé, parce qu'on n'a pas le temps de vérifier et en balance, on est autant responsable que la personne qui produit ces fausses informations-là. Et puis, il y a aussi un autre élément, c'est de signaler, de prendre la peine d'aider les autres. Lorsque vous tombez sur une information, lorsque nous, on tombe sur une information qui est fausse, non seulement on produit des vidéos, des textes, des infographies pour partager un peu partout et dire aux gens, attention, il se dit ça, mais ce n'est pas vrai. Mais nous prenons la peine pendant 1 minute de signaler au réseau social concerné pour dire, attention, il y a ici une information qui est diffusée qui n'est pas une vraie information. Et ça aide juste les autres qui ne sont pas aussi bien outillés que nous à ne pas se faire avoir d'une certaine manière. En termes d'outils, il y a tout plein d'outils. Je ne sais pas si on peut les partager comme ça dans une conférence vidéo, mais j'ai plein de documentation que je pourrais partager avec les participants en temps voulu. Mais Google, moi, c'est mon premier outil. Je vois une information, je cherche dans le moteur de recherche, je vérifie si d'autres médias sérieux en parlent. Je vérifie si, en tapant le nom de quelqu'un, en recherchant si c'est quelqu'un qui existe, hein, c'est un spécialiste qui existe ou qui n'existe pas. Je regarde s'il y a des médias sérieux qui en parlent également. Et puis, je me fais ma petite idée. Après, l'autre outil que je vais partager, ça peut sembler drôle, mais on a tous des téléphones maintenant. Il suffit parfois de passer juste un coup de fil pour vérifier. Ben, j'appelle un spécialiste. Je dis, voilà, ils se disent ça depuis ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que spécialiste? Et ça aide. Et en fait, notre ennemi dans cette lutte contre les mauvaises informations et cette infodémie, c'est le fait d'être pressé, de ne pas prendre la peine de nous arrêter et de vérifier.
et de rediffuser des informations qui émanent parfois de sites qui sont là, qui sont satiriques, qui partagent des choses volontairement biaisées juste pour se moquer des autres. Et puis, il y a ceux qui produisent volontairement de la fausse information, de la mauvaise information pour induire les autres en erreur. Et nous, en tant que journalistes, je pense que l'outil principal que je peux partager, c'est vraiment le bon sens et de prendre la mesure de la responsabilité que nous avons dans la société et de prendre le temps de vérifier. Et puis, l'autre élément important aussi que je souligne, et puis je vous rends le micro, c'est que souvent, on est fort à plusieurs. Et nous, le fait d'être en hub, ça nous permet aussi de partager les choses. Lorsqu'il y a un des éléments du hub qui se trouve au Burkina Faso voit quelque chose, il alerte les autres très vite. Et on est tous au courant. Et on trouve des idées, les meilleurs formats, les meilleures façons d'aller débusquer ces fausses informations-là et d'orienter et nos auditeurs et les communautés qui nous suivent en ligne pour leur demander de faire attention à ne pas se faire intoxiquer par, voilà, par cette maladie-là. C'est une maladie. Là. Monsieur Cédric, pour les informations utiles que vous avez à partager avec les participants, vous pouvez le faire sur la page Facebook du forum. Il y a là plus de 200 membres du forum. Ils peuvent accéder facilement à l'information à travers cette plateforme. Et à Madame Julie Ouono, dans une interview accordée à Jeune Afrique, vous avez qualifié de délit fantasmagorique les rumeurs qui circulent sur cette pandémie. Est-ce que ce sentiment a évolué ou vous restez toujours sur cette position? Non, mais tout n'est pas fantasmagorique, mais il y a vraiment des choses complètement surréalistes qu'on a vues. Mais en même temps, comment dire, comme je disais, on est vraiment dans une période où l'information elle-même est atteinte d'un virus. Et vraiment pour être, comment dire, pour être indulgent avec nous-mêmes, parce qu'on va forcément nous-mêmes tomber dans le panneau à un moment donné, il faut avouer que on est dans une période où aussi l'information a eu du mal à circuler. Par exemple, si vous prenez l'exemple de la fabrication par l'homme du virus, il faut se rappeler qu'au départ, effectivement, c'était complètement surréaliste. Mais qu'un jour, en plein prime time sur les chaînes de télévision françaises, une grande chaîne de télévision française qui est diffusée à l'international, un médecin prix Nobel de médecine nous dit que oui, lui, il pense bien que, des preuves des éléments ont démontré que le virus aurait été fabriqué dans un laboratoire du Wuhan. Quelques jours plus tard, c'est le secrétariat d'État américain qui nous dit lui aussi que des éléments concourent à ce que on ne peut pas tout à fait faire confiance aux Chinois. Quelques jours plus tard, le président Emmanuel Macron lui aussi dit c'est vrai, on ne sait pas. Et les Australiens, eux, ont même lancé, je crois, une enquête. Donc, vous voyez que même pour les plus aguerris, même les théories les plus farfelues, que des autorités, à un moment, se retrouvent à en parler à une heure de grande écoute, ça crée d'autant plus de confusion. C'est pour ça que je redis, la première chose, c'est le doute, c'est de toujours poser des questions. On est dans une période où même les spécialistes admettent qu'eux-mêmes ne savent pas. Ils ne savent pas déjà comment, on a encore beaucoup de doutes sur comment la maladie se transmet. Est-ce que les masques, ça sert à quelque chose ou pas? On ne sait pas, mais dans le doute, on les met. Est-ce qu'il y a eu pénurie organisée de masques, par exemple, dans des pays comme l'Italie ou bien comme la France? On ne sait pas. On se pose des questions. Et donc, oui, je pense que c'est une période comme celle-ci qui est assez salutaire, où on voit que pour tout, il faut douter, il faut discuter, il faut débattre aussi avec peut-être des gens avec qui on ne serait peut-être pas tout à fait d'accord, mais débattre pour essayer de dénuer le vrai du faux. Mais dans tout cela, quand même, et en cela, je rejoins totalement ce qui a été dit précédemment, il y a, je ne dirais pas des voix autorisées, parce que, comment dire ça, c'est vrai, on ne peut pas être expert de tout, mais la force d'Internet, c'est que ça a aussi donné la voix à ceux qui ne l'avaient pas avant,
et qui ont pourtant aussi des choses intéressantes à dire et qui ont des travaux qui peuvent aussi informer beaucoup des préoccupations qui nous occupent aujourd'hui, notamment sur la pandémie. On voit par exemple que dans une configuration plus traditionnelle, les pays africains auraient eu moins voix au chapitre que peut-être des pays beaucoup plus puissants, en tout cas moins voix au chapitre et dans la conversation globale que peut-être des pays beaucoup plus, beaucoup plus puissants. Mais on voit par exemple que des pays comme le Sénégal ou bien comme la Sierra Leone sont mis en avant comme des exemples sur certains aspects de la pandémie, sont mis en exergue comme des exemples. Donc, ça prouve que, oui, il faut douter, il faut écouter les voix autorisées, mais il ne faut pas aussi se fermer aux voix qui sont peut-être pas encore... aux voix qui seraient peut-être inattendues dans ces débats-là. Ce sur quoi je voulais insister, quand on parle d'infodémie, je n'aimerais pas non plus, et c'est quelque chose que je n'ai pas pu aborder dans l'interview dans Jeune Afrique, notre crainte à Internet sans frontières, c'est qu'en voulant trop focaliser sur l'infodémie, même si c'est effectivement un fléau contre lequel il faut combattre, en voulant trop focaliser sur l'infodémie, on peut verser dans l'excès inverse, qui est justement de faire passer pour infodémie aussi ce qui n'est pas de l'infodémie, selon les standards de l'information, et du coup verser dans l'excès inverse qui est d'emprisonner, comme on l'a vu, des journalistes qui ont simplement fait leur travail, qui ont posé des questions peut-être sur la gestion de la maladie par certains gouvernements, ou qui ont révélé des informations qui n'étaient pas publiques, mais qui intéressent le public. Donc voilà, moi je voulais profiter de cette plateforme qui m'est offerte aujourd'hui pour inviter à cette réflexion-là aussi. Luttons contre la pandémie, c'est vrai, contre la pandémie et l'infodémie, la pandémie d'information, c'est vrai, c'est important, mais faisons aussi attention à l'excès inverse qui va arriver très vite, parce on parle déjà du monde post-Covid. Qu'est-ce qui va se passer dans le monde post-Covid? Et malheureusement, on voit que pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de choses qui ont été possibles, beaucoup de choses positives qui ont été possibles, mais il y a aussi beaucoup de choses négatives qui ont été possibles. Et l'une des choses négatives, c'est renforcement du contrôle de l'information, à tel point que, par exemple, dans un pays comme la France, les autorités ont voulu lancer un site de désinfox sur la pandémie pour lutter contre les désinformations qui seraient diffusées par les journalistes. Il faut faire attention à ça parce qu'on voit bien ce qui se cache derrière, c'est de contrôler l'information. Et on sait bien que quand un gouvernement décide de contrôler l'information, rien de bon ne peut en sortir. Le corollaire de cela, c'est évidemment, c'est pas directement lié à l'infodémie, mais ça a un lien quand même, c'est-à-dire renforcer les mécanismes et les appareils de surveillance sous j'ai pas envie de dire prétexte parce que c'est quand même important, mais sous le couvert de tracer la maladie. Donc, pour tracer la maladie, on va investir dans des outils numériques notamment qui vont permettre aux autorités de santé, parfois, mais surtout aux autorités gouvernementales, d'avoir accès au graphe social, c'est-à-dire les personnes, donc vous êtes un individu, le graphe social, c'est toutes les personnes avec qui vous êtes en contact et dans quel lieu vous êtes en contact avec celles-ci. Donc, faisons attention à l'excès inverse là aussi, puisqu'on tombe très vite dans la surveillance. Et on sait très bien que les premières cibles de la surveillance, ce sont bien sûr les journalistes, parce qu'on veut savoir qui sont leurs sources. On veut pouvoir empêcher des scoops de sortir tuer dans l'œuf les scoops avant même qu'ils ne soient publiés. Donc oui, c'est un appel à la vigilance. J'ai pas de solution pour l'instant toute faite sur ça. Parce que nous-mêmes, Internet sans frontières et dans d'autres organisations de défense des droits, tout ça, c'est assez l'ampleur que tout cela prend est assez inédite. Mais vigilance. Soyons toujours sûrs que quand on parle d'infodémie, il s'agit vraiment d'infodémie. Donc, vérifions même, comme diraient les Anglais, fact-check the fact-checker. C'est terrible, mais voilà. Parfois, les fact-checkers sont des gouvernements qui n'ont pas brillé par la confiance que l'on peut mettre dans eux pour
défendre l'état de droit, défendre l'accès à l'information. Donc, il faut aussi prêter attention à cela. Et la dernière chose, et je terminerai par ça pour l'instant, j'invite plus de rédactions africaines à rejoindre, à faire des partenariats avec les réseaux sociaux sur le fact-checking. On sait que Facebook, par exemple, a noué des partenariats avec des rédactions, des agences de presse pour vérifier l'information qui circule sur le réseau social, de sorte de pouvoir ensuite informer l'utilisateur lorsqu'il va cliquer sur un lien qui n'est pas vrai, ou en tout cas qui a été fact-checké par des journalistes ou par des agences de presse. J'invite vraiment beaucoup plus de rédactions africaines à nouer des partenariats avec ces réseaux sociaux, parce que le problème de ces réseaux sociaux, c'est qu'ils ne connaissent parfois pas du tout. Enfin, ils sont tous présents dans tous les pays d'Afrique, mais ils ne connaissent rien. Enfin, je veux dire, beaucoup d'entre eux sont à Londres ou à San Francisco, et eux-mêmes le disent. Ils n'ont pas nécessairement la connaissance nécessaire pour prendre des décisions sur tous les contenus. Donc, j'invite vraiment les journalistes et les rédactions africaines à se rapprocher des entreprises américaines, notamment Twitter et Facebook, pour leur dire, écoutez, nous, on fait ce travail. On fait aussi du travail de fact-checking, on produit de l'information, on connaît les outils pour produire de l'information fiable. Faites-nous confiance, nouons un partenariat pour s'assurer que les audiences dans nos pays ou dans notre région du monde soient aient accès à une information aussi fiable qu'ailleurs dans le monde. Voilà. Monsieur Cédric, j'aimerais vous demander, est-ce que vous vous rappelez de la première fois où vous êtes tombé face à une infodémie depuis le début de cette crise sanitaire, et c'était quoi l'information? Quelle a été votre réaction? Je pense que c'était tous ces remèdes miracles. Je ne me souviens plus exactement, mais ah oui, c'était en RDC. Il y a une feuille que les gens consomment qui est très amère, appelée localement Congo Bololo. Et il y avait énormément de vidéos, énormément de photos, énormément de contenu sur les réseaux sociaux qui donnaient ces feuilles-là comme remède miracle contre cette maladie qui est nouvelle, que personne ne connaît vraiment et qui, on sait très bien, ça va prendre du temps avant de trouver un traitement et un vaccin. Et ça m'a un petit peu fait rire parce que c'est le même mode de fonctionnement. Et j'aime souvent dire que pour le cas de l'Afrique, Radio Trottoir n'a pas commencé avec Internet. Radio Trottoir existe depuis longtemps. Il paraît on a dit il paraît qu'un tel a fait ça. Ça existe depuis avant l'arrivée d'Internet. Internet ne fait qu'amplifier, en fait. Et pour nous, les journalistes, c'est vraiment très, très important de garder en tête que la vérification, c'est le cœur de notre métier. Moi, je me dis, parler de fact-checking, c'est même pas une nouveauté. Un journaliste, il fact-check. Un journaliste, il va voir des personnes, il cherche la vérité pour nourrir son public d'une information de qualité. Et aujourd'hui, moi, j'insiste vraiment sur cette notion de responsabilité individuelle, responsabilité personnelle en tant que citoyen et en tant que professionnel des médias. Nous avons le devoir de vérifier les informations qui nous tombent entre les mains et de servir notre public avec une information de qualité. Et les réseaux sociaux, Internet ne font qu'amplifier des phénomènes qui existaient déjà. Et pour le cas du continent africain, nous sommes passés d'une étape de manque d'information ou de rareté d'information à un trop-plein d'informations avec les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, il est peut-être important de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire prendre le temps de se déconnecter un tout petit peu, vérifier les choses par les techniques qui sont éprouvées, qui existent depuis toujours, depuis que ce métier existe, et finalement remplir notre mission qui est de donner l'information, la vraie information, la bonne information que nous avons pris la peine de vérifier, que nous assurons au moment où nous diffusons cette information qu'elle ne va pas aller créer des problèmes ou qu'elle ne va pas intoxiquer qui que ce soit. Donc, en tout cas, dans mon travail de journaliste, j'ai eu la chance de côtoyer des journalistes de plein de pays du continent, des journalistes très brillants, et j'insiste beaucoup sur cette dimension-là.
si chacun prend ses responsabilités, si chacun fait son boulot correctement, on va réussir à revenir à des modes de fonctionnement anciens, c'est-à-dire en petit cercle. Moi, je vais suivre des gens que je connais, dont je connais le sérieux. Et je sais qu'en suivant ces personnes-là qui font attention à leur réputation et qui font un effort pour faire correctement leur travail, vont m'informer correctement. Nous, les journalistes, si nous tombons dans la course au scoop, dans la course au clic et dans la course au like, on est le dernier rempart, en fait. Qui d'autre va informer? Comme le disait Julie tout à l'heure, ce ne sont pas les gouvernements qui informent, ce sont les journalistes qui informent. Ce ne sont pas monsieur et madame tout le monde, même s'ils ont un avis, même s'ils ont quelque chose à dire, ils ne le feront pas forcément en respectant un certain nombre de règles que nous, les journalistes, nous connaissons, qui sont des règles qui existent depuis toujours, depuis que ce métier existe et que nous appliquons au quotidien. Qu'on travaille à la radio, qu'on travaille à la télé, qu'on travaille sur un site web, quand on est journaliste et qu'on respecte les règles et qu'on tient sa réputation et qu'on fait son boulot correctement, on se met à l'abri de la diffusion de fausses informations et de l'intoxication de notre public. Et puis, bon, on vit encore dans des pays où on peut se faire arrêter pour son travail en tant que journaliste. Moi, j'ai toujours rigolé en me disant, je fais un effort depuis que j'étais jeune journaliste à 18 ans à Kinshasa pour ne pas me faire coffrer, ou que si jamais je me fais coffrer, que j'ai raison, que tout le monde sache que j'ai raison, qu'on m'enferme pour rien. Et moi, je suis toujours mal à l'aise. C'est vrai que ce n'est pas bien d'enfermer les journalistes. Je suis toujours mal à l'aise quand un confrère est enfermé et qu'on va regarder dans les détails et qu'on se rend compte qu'il a commis des fautes, qu'il a donné le bâton pour se faire battre, en fait. Et ça me désole d'une certaine manière. Et je me dis, OK, il ne faut pas arrêter les journalistes. OK, on ne peut pas emprisonner les journalistes pour leur travail. Mais nous aussi, il faut qu'on soit irréprochable et qu'on garde la tête froide. Aujourd'hui, on a la mode de Facebook, Twitter, Instagram et autres. On ne sait pas ce qu'on aura dans 10 ans. Donc, je pense qu'un petit retour aux fondamentaux, un petit respect des règles que nous avons déjà peut aider à combattre cette course, cette infodémie, ce trop plein d'informations qui nous rend fous d'une certaine manière. Le webinaire est diffusé en direct sur la page Facebook du groupe de reportage sur la crise sanitaire mondiale de l'ECFD. Nous invitons les participants ou les membres qui nous suivent de poser les questions. Les dernières 20 minutes seront consacrées aux questions des participants. Éventuellement, il y en a déjà quelques-unes. Et certaines s'adressent à Madame Julie. Il y a un participant qui demande comment s'approcher des films, des réseaux sociaux, comment s'approcher de Facebook, par exemple, pour nouer un partenariat. Oui, alors, oui, c'est vrai que c'est plus facile de le dire, mais en fait, il faut savoir comment. Donc, Facebook a une équipe qui s'occupe de ce qu'ils appellent politique publique, public policy Afrique. Ils sont représentés notamment au Sénégal et en Afrique du Sud et dans d'autres endroits, mais ils couvrent assez bien le continent. Alors, nous, Internet sans frontières, on est toujours ravis de faire cette mise en relation. Bon, évidemment, on ne va pas envoyer, on ne va pas leur envoyer 10 000 demandes de mise en relation. Généralement, ce qu'on fait, c'est voilà, des rédactions qui sont reconnues, excusez-moi du terme, mais c'est important, parce qu'on parlait de sources tout à l'heure, et évidemment des rédactions aussi dans la mesure du possible, qui ont déjà en interne des programmes, même si c'est vrai, le fact-checking, c'est quelque chose de naturel dans les rédactions, il y a d'autres rédactions, il y a certaines rédactions qui le mettent beaucoup plus qui le mettent en exergue, par exemple, qui ont une section fact-checking sur leur site, etc. Donc, on est toujours ravis de faire ces mises en relation, notamment dans des pays où on estime qu'il n'y a pas beaucoup de partenaires, des partenaires experts locaux. Par exemple, bon, je ne peux pas donner d'exemple ici, c'est interne à Internet sans frontières, mais je serais ravie d'en discuter. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est nous, Internet sans frontières est toujours plus que ravi de faire cette mise en relation. Mais sinon, les équipes de Facebook, de politique publique Afrique,
de Facebook organise régulièrement, je pense, des sessions de rencontres avec, alors avec le Covid, c'est plus en ligne, mais il y a régulièrement des sessions de rencontres. D'ailleurs, je ne sais pas si des organismes comme Fondation Hirondelle ou Média Globe, je ne sais jamais comment le dire, Média GFMD, je vais y arriver, GFMD, et d'autres organisations sont au courant de ces rencontres. Mais voilà, c'est des plateformes sur lesquelles le Facebook en particulier est disponible pour rencontrer d'autres partenaires potentiels, notamment dans les pays où ils ne connaissent que très peu ce qui se passe. Pour ce qui est de Twitter, alors Twitter, c'est le reproche que nous, on leur fait beaucoup à Internet sans frontières, c'est que beaucoup de ces entreprises-là, elles restent un peu trop, comment dire, centrées sur l'Amérique et sur l'Europe ou sur l'Australie. C'est très bien. Il y a aussi beaucoup de choses qui se passent là-bas, mais ce sont ces mêmes entreprises qui sont en train de mettre les bouchées doubles pour que leurs produits soient disponibles en Afrique aussi. Donc, il nous paraît essentiel qu'elles aient aussi des partenaires, en tout cas des personnes de confiance à qui elles peuvent s'adresser dans ces pays-là pour essayer de comprendre comment leurs outils, l'impact de leurs outils, et aussi pouvoir faire des partenariats pour anticiper sur les campagnes de désinformation et mieux comprendre à quoi ressemble la désinformation dans ces pays. Nous, on avait un programme là-dessus avec Facebook et j'espère bientôt avec Twitter, parce qu'on s'est rendu compte que ces entreprises ne savent pas, mais en même temps, elles n'ont pas de partenaires locaux. Donc voilà, pour résumer, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais donner, enfin, je serais ravie de donner mon email à la fin de cette discussion. Et bien sûr, on peut travailler en coordination avec les autres fondations pour voir comment, parce que plus on est nombreux, plus on est fort, comment approcher ensemble ces fondations-là, enfin ces entreprises, pardon, pour qu'elles élargissent le partenariat aussi localement à d'autres pays d'Afrique. Voilà. Il y a un autre participant qui demande, pensez-vous que le fait d'associer en rémunérant les modérateurs de groupes ou forums d'une certaine importance en taille pourrait aider à contrer les fake news? C'est-à-dire, par exemple, lorsque Facebook décide par exemple de sponsoriser. Voilà. On vous a perdu, Kossi. On a perdu une bonne partie de la question. Oui. Ah, on est censuré là. Qui nous censure? C'est Zoom. Oh, Kossi, on n'a pas du tout entendu la question. Je ne sais pas. Je vois oui. Oui. Et là, c'est bon? Oui, on t'a perdu. Bon. On t'a perdu. Là, on t'a perdu, Kossi. Oui, là, c'est bon. Oui. On n'a pas entendu la question. Il y a la connexion qui nous joue un sale tour. Ouais. On vous entend. La question, c'est de savoir si vous pensez que le fait d'associer… Maintenant, c'est bon? Oui, c'est bon. Vas-y. D'accord. Voilà. La question est la suivante. Pensez-vous que le fait d'associer en rémunérant les modérateurs de groupes ou forums pourrait aider à contrer les fake news? C'est un participant qui pose cette question. Si je peux répondre. Alors, nous, Internet sans frontières, on a fait une expérience. Alors, ce n'était pas des groupes, mais nous avons mis en place un projet qui est en cours d'ailleurs. Nous avons travaillé avec des journalistes dans 5 pays en Afrique centrale et en Afrique occidentale pour identifier et cartographier, mais ça c'est un autre aspect, identifier les discours haineux et la propension de ceux-ci à se diffuser sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook. Et notre
volonté était comment dire, donner de la valeur, en fait, parce que c'est un travail. Enfin, moi, personnellement, je pense que tout travail est important et tout travail qui est important mérite d'être rémunéré. Peut-être pas, enfin, bien sûr, il faut garder les mesures, mais pourquoi la rémunération? Parce que ça permet, ça professionnalise, vous voyez, ça donne un sentiment oui, ça donne de la valeur, en fait, un travail qui est si essentiel. Je veux dire, Facebook par exemple, met beaucoup de responsabilités sur les responsables de groupe, puisqu'aujourd'hui, c'est eux qui sont chargés de faire la police, en fait, dans leur plateforme. C'est énormément de boulot. C'est énormément de boulot. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les reportages qui ont été faits sur les modérateurs de Facebook, qui sont déjà pas du tout bien payés. Mais bon, ça, c'est un autre problème. C'est énormément de boulot. Donc, nous, on a pris le parti de se dire, écoutez, on travaille avec des gens qui vont éplucher le réseau pour voir les choses les plus absolument abominables qu'il y a sur le réseau et faire en sorte que celles-ci puissent être identifiées, débusquées et supprimées par les plateformes si nécessaire en application de leurs standards de communauté. Donc, on pense que c'est important de rémunérer ce travail et surtout derrière, comme je disais, ça a professionnalisé ces personnes-là. Ça fait qu'aujourd'hui, ces personnes-là travaillent non plus seulement avec Internet sans frontières, mais elles travaillent aussi avec l'ONU, elles travaillent aussi avec l'UNICEF, elles travaillent aussi avec d'autres organismes et parfois même les plateformes elles-mêmes, parce que ce qu'elles font, c'est, comme je disais, c'est un travail, c'est une expertise qui est importante aujourd'hui pour les plateformes. Donc, voilà, nous, quand on fait des projets comme cela, c'est quelque chose que l'on fait, on rémunère, parce que le travail est important pour nous et important aussi pour les plateformes et pour lutter contre la désinformation. Je ne sais pas si… Monsieur, ouais, c'est bon. Monsieur Cédric, il y a un autre qui demande quand la population est paniquée suite à une fausse information passée sur les réseaux sociaux, que doit faire le journaliste? Le journaliste doit faire son travail, c'est-à-dire donner une information et cette information va apaiser les gens. Et pendant longtemps, pendant très très longtemps, pendant des décennies, c'est ce qu'on a toujours fait. Ça panique, ça va dans tous les sens et nous prenons le temps de vérifier et de donner la vraie information. Je vais partager une anecdote de moi, jeune journaliste. Je travaillais à Kinshasa à l'époque pour la radio Okapi et on reçoit un coup de fil, on nous dit il y a eu des coups de feu dans tel quartier de Kinshasa et il y a des dizaines de morts. Et il se fait que ces coups de feu-là, ce sont des casques bleus ghanéens qui ont tiré dans un marché et qui ont tué des dizaines de personnes. Nous, on est à la rédaction, on reçoit ce coup de fil-là et c'est moi qui suis chargé d'aller vérifier ces informations-là. Donc, je prends un taxi, je me dirige vers le lieu où se serait déroulé cet événement-là. Et plus je m'approche des lieux, plus je pose des questions aux gens, plus l'information change. Je rencontre des gens qui partent en courant, c'était la panique. Et alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, mais c'est horrible, il y a eu des coups de feu et il y a eu des gens qui sont morts. D'accord, combien de personnes? Ah, ben il y a au moins une dizaine de personnes qui sont mortes. Je me rapproche encore, je rencontre des gens, je pose la même question, ils me disent « Ah, mais c'était horrible, il y a du sang partout. » Moi, je pense qu'il y a à peu près 5 morts. Je me rapproche et j'arrive sur les lieux, je vois une petite tache de sang par terre et je me dis « C'est pas du sang de 10 personnes, ça, il y a un problème. » Ah, mais non, il y a une personne qui a été blessée, qui a été conduite à l'hôpital, que je suis allé voir ensuite, que j'ai vu de mes propres yeux, qui avait reçu une balle dans la cuisse et ses jours n'étaient pas en danger. Il n'y a jamais eu 10 morts. Et en fait, à ce moment-là, si nous avions paniqué également et que nous avions relayé cette information-là, nous allions contribuer à cette panique-là. Et moi, à ce moment-là, ma rédaction, on a juste fait notre travail de journaliste, c'est-à-dire aller à la source, aller chercher l'information là où elle se trouvait. Et là, en l'occurrence, il y avait eu un blessé par balle, c'est malheureux, mais ça n'a rien à voir avec le bilan annoncé par cette personne qui donnait l'alerte. Et ça, on a vu aussi ces genres de situations dans l'autre sens, où à Kinshasa, toujours à Kinshasa à l'époque, il y a l'armée régulière qui s'affronte avec les troupes d'un Jean-Pierre Bemba
rebelles à Kinshasa pendant 2 jours. Le bilan que le gouvernement donne est complètement farfelu. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des journalistes dans la rue parce qu'on avait la possibilité de le faire et on a compté. Et en donnant l'information, on a dit voilà le bilan officiel et voilà le nombre de morts que nous, on a compté. Et ce bilan était déjà différent. Et quelques jours plus tard, les Nations Unies ont diffusé un autre bilan qui était supérieur au nôtre parce que nous, on avait ratissé qu'une zone très restreinte, en fait. Quand il y a la panique, quand il y a des problèmes comme les problèmes qu'on traverse aujourd'hui, le journaliste doit faire son travail avec plus de rigueur encore pour faire attention à ne pas intoxiquer les gens parce que nous, on peut apporter la vie, mais on peut apporter la mort aussi. On a des cas où les médias ont joué un rôle dans des massacres et dans des situations pas forcément révisantes parce qu'il y a des journalistes qui ont oublié de faire correctement leur travail. Il y a des médias qui se sont détournés de leur mission première qui est d'informer. Et je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, c'est juste de faire son travail correctement, avec conscience et d'éviter les problèmes aussi. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui soient contents d'être responsables de la mort de 10 personnes parce qu'on a diffusé n'importe quoi. Aujourd'hui, WhatsApp a dépassé le cap de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde et un membre se pose la question de savoir comment nouer également un partenariat de vérification d'informations avec WhatsApp, d'autant plus que les fausses informations lui parviennent par ce canal. Si je peux répondre, il faut rappeler que WhatsApp appartient à la même entreprise que Facebook, de même que Instagram. Donc, généralement, avoir déjà des liens avec Facebook permet aussi de proposer des choses relatives à WhatsApp et à Instagram. Alors, nous, on a Internet sans frontières, on a essayé. En fait, la difficulté, ce qu'il faut rappeler, la difficulté avec WhatsApp, c'est qu'effectivement, la désinformation y circule, mais pour modérer celle-ci, c'est plus difficile parce que les conversations sont toutes chiffrées de bout en bout. C'est-à-dire qu'aucune personne à l'extérieur de la conversation ne peut savoir quel contenu est diffusé. Donc, c'est difficile. Il y a des expériences qui ont été tentées. Nous, on a tenté une d'entre elles. C'est évidemment une expérience qui s'appuie énormément sur l'humain. C'est-à-dire que nous avons travaillé avec des professionnels qui étaient dans des groupes de journalistes, de défense des droits, des groupes assez importants, et dans lesquels, et en fait, nous avions un partenariat donc avec Facebook, et ils signalaient à Facebook lorsqu'il y avait un contenu qui était particulièrement offensif et qui était diffusé à plusieurs reprises soit dans ce même groupe, soit transféré dans d'autres groupes. Cela permettait à l'entreprise, parce que bien que Facebook, évidemment, ne regarde pas ce qui circule à l'intérieur du groupe, ils ont quand même la possibilité de limiter, déjà c'est ce qu'ils ont fait, ils ont limité le transfert à plus de, je crois que maintenant c'est 5 personnes à cause de l'infodémie, de la pandémie du Covid. Ils ont limité le nombre de transferts possibles à 5 personnes. Et aussi, ils ont certaines possibilités techniques de, c'est vrai, c'est chiffré, mais voilà, le chiffrement, c'est un peu compliqué, c'est un peu technique, mais le chiffrement n'est pas aussi poussé, il est très bien, le chiffrement dans Facebook, mais il y a des possibilités de le contourner. D'ailleurs, ça fait débat à plusieurs, pas contourner, mais en tout cas d'avoir accès à certaines informations qui peuvent donner une idée sur le type si le contenu est similaire ou pas à un autre qui a été transféré de manière massive. Donc, il y a des possibilités de faire peut-être faire de la modération, mais en tout cas d'avoir des yeux à l'intérieur des groupes qui sont très fréquentés et dans lesquels circulent beaucoup de désinformation, pour non seulement allaiter les plateformes, mais aussi, en tant que participant à ce groupe-là, développer des outils de réinformation. Donc, s'assurer que non seulement on va dénoncer,
mais aussi et surtout produire et retransmettre dans ce même groupe-là de la réinformation. C'est quelque chose qui a été fait, par exemple, aussi au Mexique, où il y a eu énormément de problèmes suite à la diffusion de fausses informations sur WhatsApp, des problèmes qui ont donné lieu même à des meurtres, notamment meurtres de journalistes dans le cadre de la lutte contre les cartels de drogue. Savoir que c'est un des pays où il y a le plus gros nombre, le plus fort taux de mortalité pour les journalistes qui enquêtent sur les cartels de drogue. Eh bien, une expérience a été tentée là-bas avec WhatsApp, où il y avait c'était un groupe, mais on pourrait comparer ça au channel, donc aux chaînes sur Telegram, un groupe qui avait pour objectif unique de réinformer. Donc, par exemple, si vous étiez dans un groupe et que vous voyez une information qui n'était pas tout à fait vraie, vous pouviez prendre cette information, la transmettre à ce groupe-là, dont le but était spécifiquement de produire de l'information vérifiée. Et ce groupe-là vous redonnait cette information et vous aviez donc charge ensuite de remettre cette information vérifiée dans le groupe où initialement vous aviez vu de la désinformation. Ça a produit des résultats assez intéressants. Ça a permis de faire… c'est difficile à mesurer, mais en tout cas, il y a eu des résultats intéressants sur la perméabilité à la désinformation sur la plateforme WhatsApp, et ça a diminué quand même la viralité de certaines publications, en tout cas pendant la période électorale. Donc, il y a des expériences qui sont intéressantes, qui ont été tentées dans le monde. Il y en a d'autres en Inde aussi. Mais pour ça, effectivement, il faut être d'abord en contact il faut travailler d'abord avec Facebook, l'entreprise, et notamment ses bureaux régionaux. Il y a plusieurs questions, mais nous ne pouvons malheureusement pas répondre à toutes les questions qui se posent. Nous allons juste prendre quelques dernières parce que le webinaire est prévu pour durer 1 heure. C'est toujours une question, cette fois-ci, qui se pose à M. Cédric. Un participant demande, quand vous avez une information de source, quand vous avez une information sans possibilité d'en juger la véracité, est-il problématique de la publier avec la source mentionnée sans aller chercher plus? Moi, je ne fais pas ça. Parce qu'après, s'il s'avère que c'est faux, je suis tout aussi responsable que la personne qui a fabriqué cette information-là. Soit je suis capable de vérifier, ou soit la personne qui diffuse ou qui donne cette information est en capacité de prendre la responsabilité de ces propos-là. Soit je ne diffuse pas, j'attends. Il n'y a pas de problème à attendre. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'urgence. Même face à la pandémie à laquelle on fait face aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'urgence à partager certaines informations. Ça peut attendre. Hein. Ça peut attendre une demi-journée, ça peut attendre une journée qu'on réunisse toutes les informations. Et c'est justement ce temps d'attente-là que j'essaie aussi de pousser avec les journalistes qui font partie du hub dans lequel je travaille. C'est oui, on veut travailler sur tel sujet, on va prendre le temps de le faire. On va prendre le temps de le faire correctement. On a tel expert qui nous manque, on ne va pas diffuser l'information partiellement. Par exemple, on a été confronté à un questionnement. Il y a eu des chercheurs qui ont dit que, visiblement, les fumeurs étaient moins impactés par les formes graves de Covid. Nous, on apprend ça, on se dit, on va faire un sujet là-dessus au Niger. Donc, il faut chercher des experts localement qui peuvent parler de cette question-là. On a rencontré, par exemple, le président de l'association d'une association de lutte contre le tabagisme, qui a donné son avis. Et pendant plusieurs jours, on a cherché des médecins, des personnes spécialisées pour donner leur point de vue là-dessus. On a eu du mal. Et ça s'est finalement fait au bout d'une semaine. Et le produit final était super intéressant parce qu'on avait pris la peine de se battre pour aller chercher cette information-là. Et finalement, il n'y avait pas d'urgence. Parce qu'en fait, souvent, il y a des informations qu'on diffuse. Quelle est l'urgence, en fait? Qu'est-ce que ça va changer dans la vie des gens? Qu'on soit le premier à avoir publié tout de suite, vite. Il faudrait qu'on apprenne peut-être à aller un peu plus lentement, un peu plus doucement et à veiller un peu plus à la qualité et non pas cette course permanente au scoop qui est quand même à la base de plein de problèmes auxquels notre métier fait face. Madame Julie, il y a un participant dit ceci. De nombreuses études démontrent qu'hélas, les mensonges génèrent beaucoup plus de clics que des posts factuels et vérifiés. Or, le modèle économique des réseaux sociaux repose en grande partie sur les clics. Dès lors, comment croire à la volonté réelle de Facebook et des réseaux sociaux
de lutter réellement contre la désinformation alors que celle-ci leur apporte de l'argent? Ah oui, c'est une grande question. Alors, par où commencer? C'est vrai que les clics sont importants pour les plateformes. C'est même pas tant les clics, c'est les réactions aux publications. Donc, plus il y a de réactions, plus c'est intéressant pour l'algorithme. Et notamment, je vais parler de Facebook parce que c'est surtout vrai avec Facebook. Mais ce qu'il faut savoir, ce qui rapporte le plus aujourd'hui, c'est plutôt la publicité ciblée. C'est-à-dire que des gens, enfin, il y a des entreprises qui mettent des millions, des centaines de millions de dollars pour faire de la publicité ciblée sur Facebook. La campagne présidentielle américaine est une excellente preuve de ça, à quel point c'est important. Donc, c'est, comment dire, la critique majeure qui est adressée aujourd'hui aux entreprises, et notamment aux entreprises comme Facebook, c'est comment dire, la dépendance qu'ils ont sur la monétisation en fait, de l'attention de leurs utilisateurs. Comment faire en sorte que vous restiez le plus longtemps possible sur un contenu, que vous cliquiez sur une publicité. Enfin, voilà, c'est ça qui est… Et pour cela, on utilise en plus les informations très personnelles des individus, des utilisateurs, notamment ce que vous aimez pour vous présenter une publicité qui est la plus adaptée à votre profil. Donc, c'est à ce niveau, comment dire, c'est surtout à ce niveau-là que Facebook se fait de l'argent aujourd'hui et que les critiques se situent. Néanmoins, enfin, je pense que Facebook, et c'est ce qui est de plus en plus démontré, Facebook a totalement intérêt à lutter contre la désinformation parce que si elle ne le fait pas, il va lui arriver quelque chose qu'elle n'a pas envie. On va lui mettre un régulateur aux fesses, excusez-moi l'expression, c'est vraiment, c'est très spontané. On va lui mettre un régulateur qui va contrôler tout ce qu'elle fait, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Par exemple, aux États-Unis, si vous avez suivi un peu le débat sur la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, le président Trump a fait un tweet sur le fait que l'armée devait tirer sur il a utilisé le terme thugs, donc je ne sais plus la traduction en français, bref, les bandits, quoi, les bandits qui manifestent dans la rue. Or, ici, quand on dit thug, ça fait référence à une expression extrêmement raciste qui a été utilisée pendant la ségrégation raciale pour faire référence aux Noirs. Donc, il a utilisé ce terme et sur Twitter, il a été fact-checké. Donc, il y a eu un avertissement, en fait, sur Twitter pour dire « Attention, ce tweet est dangereux, machin ». Et sur Facebook, il n'y a pas eu ça. Et Facebook a argué de la liberté d'expression. Mais aujourd'hui, Facebook fait face à un énorme backlash, puisque non seulement les entreprises sont en train de dire qu'elles vont cesser de payer de la publicité pour ne pas participer à la désinformation. Ensuite, le gouvernement américain est en train, et notamment le Congrès, les républicains au Congrès sont en train de tout faire pour faire passer une législation qui aura pour objectif d'avoir plus de contrôle et mettre plus de responsabilités, permettre notamment au gouvernement de poursuivre les réseaux sociaux lorsqu'elles vont, comment dire, pas assez lutter contre la désinformation ou trop lutter contre la désinformation, en tout cas supprimer ou garder des contenus. Donc, non, je pense que aujourd'hui, plus que jamais même, je dirais, Facebook a intérêt, et pas seulement Facebook, Twitter a intérêt à lutter contre la désinformation. D'ailleurs, Twitter a annoncé il n'y a pas longtemps qu'ils allaient lancer bientôt une fonctionnalité qui fait que, avant de pouvoir partager, retweeter un article, il faut vous assurer que vous l'avez lu. Enfin, l'algorithme de Twitter va s'assurer d'abord que vous l'ayez lu. Donc, vous ayez cliqué dessus, que vous l'ayez lu. Ça, c'est comment dire, c'est hyper important parce qu'on se rend compte souvent que les gens retweetent simplement parce qu'ils ont lu un titre sensationnel. Comme disait tout à l'heure très justement Cédric, ils ont lu un titre sensationnel et ils se sont dit, bon voilà, c'est le buzz, je partage. Donc maintenant, les entreprises ici sont conscientes qu'elles ont intérêt à mieux lutter contre la désinformation parce que ça peut leur faire perdre de l'argent, et ça c'est important pour elles, et surtout ça peut leur mettre sur le dos des régulations dont elles n'ont absolument pas envie. Voilà. En tout cas, des régulations qu'elles ne contrôlent pas. Parce que certaines d'entre elles disent qu'elles veulent être régulées, mais selon leurs propres conditions. Et ça, c'est un autre problème. Mais voilà, donc pour répondre à la question.
Nous sommes presque à la fin de ce webinaire. Monsieur Cédric, certainement que vous avez une dernière chose à dire. Dernière chose à dire pour aujourd'hui, c'est juste qu'il faudrait que nous soyons tous responsables, que nous sommes tous responsables de ce qui se passe en ce moment, de cette nouvelle culture que nous avons de la course à l'information, de cette nouvelle culture que nous avons de pouvoir et nous sentir obligés de donner notre avis, même sur les questions sur lesquelles nous ne sommes pas experts, mais que surtout pour les journalistes, mes confrères, restons attachés aux fondamentaux, adaptons-nous bien évidemment aux changements qui s'imposent, mais la rigueur, bien faire son travail, ça peut nous sauver de plein de mauvaises passes. Oula, je crois qu'on avons de nouveau perdu Kossi. Allô? Oui, on t'entend, Julie. Non, je suis là. Ah oui. Bon, peut-être je peux me lancer aussi, peut-être un dernier mot. Je partage totalement ce que Cédric vient de dire. Et j'ajouterais, je pense que c'est important aujourd'hui plus que jamais que les rédactions africaines soient aussi présentes lorsqu'on parle de désinformation, lorsqu'on parle de lutte contre l'infodémie au niveau des plateformes. Parce que c'est là que la différence se fait. Quand on sait que maintenant la désinformation est telle qu'elle se fait même en langue locale. La dernière fois, j'étais étonnée de recevoir des contenus dans ma langue maternelle, qui pourtant n'est pas énormément parlée au niveau mondial. Ça montre que voilà, la désinformation s'adapte aussi. Donc, et pour ça, il faut que les plateformes aussi s'adaptent et travaillent beaucoup plus avec des experts locaux. Donc, j'espère que cette plateforme servira aussi à ça, à faire plus de liens avec les plateformes, de sorte qu'elles puissent s'appuyer aussi sur l'expertise des professionnels de la presse et de l'information en Afrique. Merci beaucoup à Monsieur Cédric Kalonji pour votre disponibilité, également à Madame Julie Renaud pour ce temps de partage, d'échange d'idées sur cette pandémie qui affecte et qui menace le monde entier. Il y a tellement de questions, mais malheureusement, nous ne pourrions répondre à toutes ces questions, mais nous invitons les participants à continuer à les poser, à nous les faire parvenir. Nous verrons le moyen de les adresser à qui de droit pour, en retour, leur donner satisfaction. Merci à tous. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Nous avons un autre webinaire, mais cette fois-ci sur comment aider les journalistes indépendants à faire face à cette crise, parce que nous avons constaté qu'ils ont perdu beaucoup. Ils n'ont plus de commandes d'articles, ils n'ont plus de revenus, surtout ceux qui sont payés à la pige. Mais comment les aider à surmonter cette crise? Merci à vous et très bonne soirée. Merci pour l'opportunité. Puis, si jamais il y a d'autres questions qui émergent plus tard, avec plaisir, je répondrai. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.